Alors, si on considère le réel des violences policières racistes, je dirais même qu'il va falloir être très 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 attentif sur les mots, de la violence policière raciste, alors cette capacité à nier le réel nous saute aux yeux. Vous savez que par exemple, on dispose de chiffres qui sont régulièrement produits dans les médias. Par exemple, il y a en 2009 l'étude du CNRS qui a été financée par Justice Initiative qui démontrait que sur 5 sites parisiens qu'un arabe a 14,8 fois plus de risque de se faire contrôler qu'un blanc. 10 ans plus tard, on a l'étude en 2019 des défenseurs des droits qui nous montrent que je peux vous le dire, c'est assez simple. C'est les jeunes de 18-25 ans déclarant ainsi 7 fois plus de contrôle que l'ensemble de la population, et les hommes perçus comme noirs et arabes apparaissent 5 fois plus concernés par des contrôles fréquents, c'est-à-dire plus de 5 fois dans les 5 dernières années. Si l'on combine ces deux critères, 80% des personnes correspondant au profil des jeunes hommes perçus comme noirs et arabes déclarent avoir été contrôlés dans les 5 dernières années, contre 16% pour le reste des enquêtés. Par rapport à l'ensemble de la population et toutes choses égales par ailleurs, ces profils ont ainsi une probabilité 20 fois plus élevée que les autres d'être contrôlés. Cette population spécifique témoigne également de relations plus dégradées avec les forces de l'ordre. Elle rapporte davantage avoir été tutoyée, 40% contre 16%, insultée, 21% contre 7%, et brutalisée, 20% contre 8%. Des chiffres produits par une institution nationale, bon voilà. Et je les ai dit vite, pourquoi ? Parce qu'honnêtement, je trouve ça humiliant d'avoir à les dire. C'est-à-dire que non seulement il y a ça, mais le fait que les populations noires et arabes soient plus arrêtées, contrôlées, insultées, tutoyées, brutalisées, il faut habiter dans une minuscule commune sans la télé pour ne pas le savoir. On le sait, on le voit tout le temps, point, c'est tout. Ou alors on a vraiment décidé de ne pas le voir, ce qui est justement l'hypothèse que je vais envisager avec vous. Donc, moi, mon point de départ, c'est comment se fait-il qu'on soit capable de ne pas faire de cette réalité un élément de la discussion. Dès lors qu'on dit il existe une brutalité, une violence policière raciste, bon, dès lors qu'on a dit ça, on peut prendre position par rapport à ça. On peut dire mais c'est insupportable, on peut dire oui c'est normal parce qu'il y a des citoyens de seconde zone qui ont le droit de se faire tabasser, puis c'est tout, c'est comme ça. Mais le minimum pour avoir même pas une vie démocratique, mais une vie supportable en ce sens que on est d'accord quand on parle du réel, le minimum c'est de ne pas être dans le déni par rapport à des chiffres pareils. Et alors les chemins du déni sont multiples. Ça consiste d'abord à mettre en cause le chiffre. Ça, c'est pas très difficile. C'est pas le plus courant parce que c'est difficile quand c'est des grandes institutions qui les produisent. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour entrer dans le déni ? Je dis pas, il n'y a pas des liens de volonté, d'intention dans ce que je dis. Qu'est-ce qui se passe ? 3 réflexes. Dire, par exemple, il y a des policiers racistes. Bon, c'est un chemin. Ce qui fait qu'on ne parle plus de la violence policière raciste, mais du fait que certains policiers soient racistes. Autre chemin, dire il y a de la violence policière. C'est insupportable, on va s'y attaquer, et en fait c'est un problème technique. Si on leur dit de ne plus faire des étranglements, mais des étouffements, ou je sais pas, si on leur demande de dénucléer les gens, enfin ça ira mieux. Bon. Donc traiter un problème politique grave de répartition des statuts, c'est ça que je vais aborder surtout juste après, par une astuce technique en disant en fait c'est un problème technique, c'est un comportement par ailleurs que l'anthropologie décrit comme étant spécifique des sociétés coloniales, remplacer le politique par le technique. Bon. Et alors, ça m'a complètement échappé. La troisième, donc la violence des policiers racistes, la violence de manière générale. Ah oui, évidemment. Et alors sinon, il y a une grande autre variante qui consiste à dire c'est la société qui est raciste, il existe un racisme d'État, ce qui permet de ne pas parler d'un fait, la statistique là qui est lourd, évident et qui doit absolument rester à un moment donné pour être traité. Qu'on décide de l'encourager et de le légaliser ou qu'on décide de l'interdire totalement. Donc ça consiste à aller tout de suite voir autre chose. Qu'il y ait des policiers racistes et des policières racistes. C'est
absolument incontestable, et en fait c'est le point le moins intéressant qui soit. Dans n'importe quel groupe, on va trouver statistiquement des gens racistes. Du moment qu'ils ne le traduisent pas dans leur pratique professionnelle, ça ne nous regarde pas. Je lisais des études intéressantes, mais en fait idiotes à ce moment-là, complètement mal à propos, sur le vote. Voilà. Sur les dernières élections, il y a eu un vote très important des forces de l'ordre, de la gendarmerie et de la police, des gardiens de la paix et des forces de l'ordre, pour le Front National. Mais dans le fond, ça détourne l'attention du problème qui nous intéresse, qui n'est pas celui-là. Évidemment que la violence d'État est un thème intéressant. Mais là, à ce moment-là, le problème, c'est pas de parler de ça, c'est de parler de trucs qui nous intéressent là. Bon. Et pourquoi je dis ça? Parce que à chaque fois qu'un débat pareil surgit sur la violence policière raciste, au bout de 2-3 jours, vous verrez sur les plateaux le même truc, la dilution totale du sujet, et des gens qui partent complètement ailleurs. Il y a des policiers qui sont racistes, mais on ne peut pas jeter la pierre sur tout le monde. Et puis par ailleurs, vous ne connaissez pas le terrain, mais les Noirs et les Arabes, ils sont terribles. Oui, mais alors attendez, parce qu'en fait, c'est structurel, etc. Bon, on a des tas d'astuces. Je ne sais pas leur attribuer d'intention. J'observe qu'on a des tas d'astuces pour ne pas parler de ce qu'on voit, qui est la violence policière raciste, qu'on peut totalement objectiver. Totalement. Combien de fois par an les gens se font frapper, insulter, brutaliser lorsqu'ils sont noirs, arabes, etc. ou quand ils sont blancs. Voilà. On sait parfaitement faire ça. Bien sûr qu'on peut le corréler tout de suite en disant oui, mais quand on est pauvre, on se fait plus frapper aussi. Oui, mais et alors, quand on est pauvre et habillé en streetwear, en habit de pauvre, et ben alors, boum, en fait, on se fait encore plus cogner dessus. Tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Mais je ne parlerai pas de stratégie, je parlerai simplement de ce qu'on observe. On observe le remplacement d'un problème qui est là par des tas d'autres. Et pourquoi donc? Tiens, autorisons-nous à nous poser la question de savoir pourquoi, mais sans prendre la notion d'intention. Est-ce que ce sujet-là, par exemple, serait plus déstabilisant pour le corps social que les autres? Est-ce que le thème de la violence policière raciste est plus déstabilisant que les violences policières, le racisme des policiers, le racisme d'État, la violence envers les pauvres, la violence envers les gens qui ont la culture populaire? Bon, voilà. Au lieu d'entrer dans une guerre sur est-ce qu'on a plus tapé les gilets jaunes que tapé les gens de banlieue. Enfin, bon, voilà. Est-ce que cette question-là, la violence policière raciste, est déstabilisante? Alors, revenons un instant à Villeurbanne. Je vous disais, les couches oubliées des dispositifs pour augmenter la marche à Villeurbanne, notamment ces totems, mais qui sont encore, hein, vous pouvez aller les voir. Bon. Est-ce que ça vous fait pas penser aux couches, aux strates de militantisme successifs, de mobilisation antiraciste, de la marche anti-beurre, etc., de la marche des beurs, hein? Oui, ça, voilà, c'est en 83, mais on peut aussi parler des militantismes constants et pour ainsi dire successifs, et qui même aujourd'hui s'affrontent. On entend, mais c'est normal, c'est le champ politique, mais on voit vraiment comment il y a des espèces de vagues. Par vague, à un moment donné, cette question arrive au cœur de l'actualité, on la regarde, on la détourne et on l'oublie. Parce qu'on a une réalité de discrimination qui s'inscrit sur un temps très long. Bon. Alors puis, on va arriver au moment où les deux propos se touchent. La pratique de la marche. Dans le fond, quel est le lieu d'expression le plus mesurable, le plus facile à observer de la violence policière raciste? Pour l'essentiel, je pense qu'on pourra tomber d'accord là-dessus, c'est sur les contrôles d'identité, qui dégénèrent, et qui dégénèrent en poursuite, etc. Donc c'est profondément quelque chose finalement qui est lié au fait d'aller et venir. Et moi je dirais la chose suivante, si je lis le rapport du défenseur des droits sur le nombre de contrôles d'identité, j'en suis déjà persuadé depuis le rapport du CNRS qui était excellent, mais et puis par le très très bon bouquin de Didier Fassin sur la force de l'ordre, mais si à un moment donné j'accepte que ces études scientifiques sérieuses, rigoureuses, ont remonté une part de la réalité, et que cette réalité c'est que quand on n'est pas blanc, je vais le dire simplement, quand on n'est pas blanc,
on est plus contrôlé dans l'espace public. Alors je suis bien obligé d'admettre un fait, c'est complètement factuel. Il existe deux types de citoyens. Il existe des citoyens qui ont le droit d'aller et venir. C'est un droit de l'homme, la liberté d'aller et venir. Il y a des gens qui ont la liberté d'aller et venir sur le territoire, j'en suis. J'ai déjà fait l'expérience de ne pas avoir cette liberté-là dans certains pays, ou par exemple pendant le Covid. Mais c'est très très singulier. Le premier jour du Covid, je me suis fait interpeller par deux policiers qui passaient par là et qui m'ont fait la remarque que j'étais trop statique, qu'il y avait un problème de statique là, quand même c'était trop statique. Et moi j'ai fait quoi ? Mais j'habiterais à Trappes, à des contrôles comme ça parce que je suis à côté d'un arrêt de bus et que j'ai rien à foutre à côté j'en aurais tous les jours. Je me serais jamais formalisé. Donc là d'un seul coup on prend conscience que dans le fond il y a deux régimes de citoyenneté. Il y a les gens qui ont le droit d'aller et venir, des gens qui disposent de la liberté d'aller et venir, et des gens qui ne disposent pas de la liberté d'aller et venir. C'est d'autant plus insupportable que ça n'est pas un point de droit. Il y a une dissonance cognitive à cet endroit qui est très puissante, puisque légalement, bien sûr qu'ils ont le droit. Mais dans les faits, culturellement, socialement, économiquement, dans tout ce qu'on a créé comme dispositif pour le vivre ensemble, tout ce qui meuble le sens commun et la vie en commun, on a construit des choses sur un état de fait accepté. Il y a des gens qui ont le droit d'aller et venir, et des gens qui n'ont pas le droit d'aller et venir. Je dirais même plus qu'il est rentré dans le sens commun, et qu'il n'est pas plus mal que chacun fasse une introspection là-dessus, des éléments d'un point plus grave. Non seulement ils n'ont pas tellement la liberté d'aller et venir, il faut qu'ils puissent à chaque instant s'en justifier, mais encore, ils n'ont pas le droit d'être là où ils sont. Ils doivent pouvoir se justifier d'être là. Un contrôle d'identité quand on est en bas d'un immeuble en train de tenir le mur, c'est ça. Justifie-toi d'être là. Et est-ce qu'on ne ferait pas tous l'exercice de savoir, blanc, pas blanc, peu importe, on peut tous faire l'exercice, de savoir à quel point est-ce qu'on a intégré l'idée que certaines parties de la population, notamment les hommes jeunes, pauvres, de couleur, ont moins le droit que les autres d'être là et de circuler. Ils doivent pouvoir en justifier, ils doivent pouvoir en répondre d'une certaine manière. Leur présence est louche, suspecte, elle peut faire peur. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est ce que vous ressentez ni que c'est ce que je ressens. Je pense que ça serait un exercice citoyen pas idiot de voir si on est complètement exempt de ce genre de pensée. Non. Et ensuite, ce qui serait intéressant, ça m'est arrivé en Pologne notamment. L'expérience de ce que c'est que d'entrer dans un bus, de s'asseoir et de voir immédiatement qu'on a fait peur à toutes les femmes et grand-mères assises autour. Voilà. Qu'est-ce que c'est que d'être dans cette position-là ? Juste parce qu'on est habillé comme ci, comme ça, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dingue ? C'est le moment où, à un moment donné, il y a un vécu, un autre vécu, une vision du monde qui écrase non seulement la vie quotidienne des autres, mais encore qui leur interdit de le revendiquer. C'est ça qui est vraiment brutal et intéressant. Bon. Ne vous inquiétez pas, on approche doucement de la fin. Alors, moi, l'hypothèse que je fais, c'est une hypothèse bêtement factuelle. Honnêtement, c'est même pas de l'anthropologie. C'est vraiment juste un simple constat sur des données qui peuvent nourrir un raisonnement anthropologique. C'est qu'il existe en France un statut de citoyen de seconde zone qui doit se formuler ainsi. Il est des personnes de couleur dont la présence est moins légitime que d'autres et qui ont moins que d'autres la liberté d'aller et venir, dans un cas et dans l'autre, justifier de leur présence ou de leur mouvement. Voilà. Et je pense, c'est maintenant l'hypothèse que je fais, que c'est ça qui est absolument insupportable et qui déclenche chez nous le réflexe du déni. Voilà. C'est ça qui est absolument insupportable, c'est que non seulement il y a deux statuts, mais ces deux statuts relativement impensés. Des écarts entre le droit et la réalité sur des questions de statut, il y en a plein. Bon, par exemple, les hommes et les femmes. C'est pas, normalement, on a les mêmes droits à peu près, mais en vrai, pas vraiment. Normalement, on a le même statut, mais en fait, pas vraiment. Normalement, on a le même accès aux richesses, mais en fait, pas vraiment. En fait, même pas du tout.
On subit pas les mêmes violences. Bon, mais l'idée qu'il y ait des différences entre les hommes et les femmes culturellement, ce qui est quand même ça, même si c'est très contesté, même si c'est discuté par des mouvements féministes, même si ça bouge un peu, en gros, dans le sens commun, ça reste quand même quelque chose qui est acceptable. L'idée que ça frictionne là, si, il peut rien. Le frottement là, le conflit politique là, il existe, il est reconnu, bien connu, et en un sens, on n'est pas du tout bon ou exemplaire dans ce domaine-là, mais en revanche, on en est conscient. C'est un débat engagé consciemment. Bon. Il y a des statuts différents pour les enfants et les adultes. On n'a pas les mêmes droits, on n'a pas les mêmes statuts, on n'a pas les mêmes accès aux biens, aux richesses, etc. On ne peut pas engager de la même manière les modes de régulation des conflits. On est en quelque sorte sans droit à la participation du mode de régulation des conflits quand on est enfant. Mais bon, c'est comme ça. C'est complètement assumé. On a mis la limite à 18 ans à partir d'un... Bon. On peut revendiquer que ça soit à 16 ans, tout ça, même plus jeune, pourquoi pas. Il y a des droits des enfants, il y a même des droits des animaux, c'est dire. Mais enfin, je veux dire par là des droits énoncés par les autres pour une population. C'est pour ça que j'ai utilisé cette métaphore-là. Dans le fond, ces différents statuts qui donnent accès à différents droits, mais c'est relativement accepté. Bon. Il y a d'autres différences de statuts qui sont acceptées, même si c'est plus violent. Par exemple, en France, il y a les Françaises et les Français, j'en ai déjà parlé, ils ont un certain nombre de droits. Il y a des gens qui ont un passeport d'un pays européen, qui ont un certain nombre d'autres droits. Il y a des gens qui ont des passeports mais pas européens, ils ont un certain nombre encore d'autres droits. Et puis il y a des gens qui n'ont pas de passeport. Et ça, c'est des sans-droits, c'est des sans-voix, c'est des sans-papiers. Mais on est capable de construire un militantisme pour les sans-voix, pour les sans-papiers, sans remettre en question cette catégorie-là. Dans le fond, elle est là, elle est l'objet d'un débat, il y a l'objet de conflits, mais on la conscientise relativement correctement. La différence entre je ne sais même pas comment les appeler, c'est vous dire comme c'est pas vraiment dans le débat, ceux qui n'ont pas le droit d'aller et venir et ceux qui ont le droit d'aller et venir, ceux qui ne jouissent pas de la pleine liberté d'aller et venir et ceux qui jouissent de la pleine liberté d'aller et venir, c'est quelque chose de profondément inacceptable. Quelque chose qui n'est pas négocié, quelque chose qui n'est pas vu. Et voilà, je vais retourner dans mon texte pour finir, comme dans l'autre. Cette discrimination statutaire entre en dissonance cognitive, mais collective, avec les valeurs officielles de la République. C'est une discrimination culturelle, sociale, économique, mais pas juridique, pas constitutionnelle. Et elle exige, si on veut la résoudre, ou lui donner son statut, voilà, elle exige de se retourner vers nous comme sujet inconscient de la production des normes. Nous avons créé la société qui accepte ça. Nous l'avons institutionnalisé. Voilà. Personne ne l'a voulu, mais nous l'avons tous fait. Et par conséquent, ce qu'on observe... Non, pardon, le par conséquent est de trop. Et ce qu'on observe par rapport à ça, ce sont pas des stratégies, des successions d'actions qui aboutissent à un déni et à l'oubli. Donc, morale de l'histoire, quand on ne sait pas entendre, on ne peut pas aider. Je veux dire par là, quand il y a des gens qui vous disent « mais voilà ce que je vis, voilà mon réel », on arrive par des procédures rusées qui ne sont pas de l'organisation professionnelle, c'est pas un mode de management, c'est pas un mode de travail, c'est pas les supports qu'on utilise, c'est vraiment autre chose, c'est dans la vie sociale. On dispose de moyens de détournement, de déviation, d'oubli, l'ensemble procédant, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement, d'une négation du réel de l'autre. Et en l'occurrence, ça autorise quoi? Ça autorise à maintenir une domination. Ça autorise le personnage dans Tintin à couper les têtes, pour généraliser un peu.